Et bienvenue sur Radio Modin. Vous l'avez demandé, la voici, la troisième et dernière partie de ma réponse à notre ami Cassos 2.0. Bon, cette fois, on rigole plus du tout. C'est fini, la bonne ambiance, le « ouais, mais il est sympa quand même ». C'est la fin de tout. C'est la désintégration totale de Cassos 2.0. Dans l'épisode précédent. Donc venir dire à la rue, ouais, machin, ben merde. Allez, venez, on va au bout de la vidéo, frère. Honnêtement, hein, pour moi, quand on a ce genre de profil et d'idées, j'ai juste envie de lui insulter sa mère parce que je sais très bien que ça sert à rien de parler, etc. Et effectivement, je crois bien qu'il te reste que ça comme possibilité, malheureusement. Parce que visiblement, c'est un constat que je fais sans trop de méchanceté, mais tu es trop limité pour pouvoir répondre intelligemment à mes arguments. Je veux dire, attendez, parce que il y a un truc qui est quand même incroyable dans tout ça. Parce qu'il y a des fois dans sa réponse où il y a des moments où je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi il se met à parler comme ça, tout à coup, comme s'il lisait un texte? Et en fin de compte, apparemment, il se trouve que le gars utilise ChatGPT pour argumenter. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'il y a eu une pensée à peu près construite, ça n'émanait pas de lui. C'était du chat GPT. Et quand on m'a dit ça, j'ai eu comme un frisson de gêne. Alors, il peut avoir l'air à peu près sympathique sur certains aspects, notre bon Cassos, mais intellectuellement, c'est le vide absolu. Mais est-ce que vous voulez que je vous dise un truc encore pire que ça? Et vous allez voir que tout ça, ça donne une saveur encore plus intéressante à tout ça. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de gens qui me l'ont dit, donc j'imagine que ça l'est, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes. Mais ce mec est doctorant en musicologie. Et il serait à 1 an d'obtenir son doctorat. Donc quelqu'un qui a été absolument incapable de définir des notions aussi basiques que l'esthétique va avoir son doctorat en musicologie. Sans parler de toutes les lacunes, de toutes les erreurs, de toutes les approximations dont il nous a fait la démonstration. Donc vous voyez, quand je vous dis que je la ramène pas trop avec mes diplômes, parce que ça veut rien dire. Là, on en a quand même un exemple particulièrement flagrant. On parle beaucoup de la chute du niveau scolaire, du primaire, du collège, du lycée, mais la chute du niveau universitaire, elle est encore plus vertigineuse. D'ailleurs, j'en profite comme ça à tous ceux qui n'ont pas de diplôme et qui pourraient éventuellement culpabiliser ou souffrir d'un complexe d'infériorité par rapport à ceux qui en ont. Débarrassez-vous totalement de ce complexe. Faire des études aujourd'hui en sciences humaines, tout particulièrement, ce n'est absolument pas synonyme d'un niveau de conscience, d'un niveau de culture ou d'un niveau intellectuel ou de savoir plus élevé. Au contraire, ne pas avoir de diplôme aujourd'hui, c'est presque avoir comme une qualité, parce que ça fait au moins de vous quelqu'un qui a été beaucoup moins endoctriné. Autre chose. Apparemment, donc, contrairement à ce que j'ai supputé, notre ami Cassos 2.0 ne serait pas musulman. Parce que oui, dans les précédentes vidéos, j'ai pas mal critiqué certains aspects de la civilisation arabo-musulmane, ce qui m'a d'ailleurs valu d'être traité de raciste. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer un truc. Là, en fait, pendant toute la vidéo de Cassos 2.0, il considère que je suis raciste sans se rendre compte que lui-même, il déploie un argumentaire parfaitement raciste selon ses propres critères. Parce que c'est quelqu'un qui s'est fait totalement laver le cerveau, qui a gobé toute la théorie de la gauche universitaire, comme quoi le racisme anti-blanc n'existait pas, etc. Donc c'est quelqu'un qui a des propos explicitement racistes, et non seulement il considère pas ça comme du racisme, mais il pousse même le vice jusqu'à considérer que c'est de l'antiracisme. Et ça, c'est assez dramatique parce qu'il est loin d'être le seul. D'ailleurs, je rappelle un petit fait historique, juste comme ça au cas où, mais vous savez, nos amis gauchistes, ils aiment bien dire des choses comme « ce sont les Blancs qui ont inventé le racisme », etc. Bon alors, c'est tout à fait faux, ce ne sont pas les Blancs qui ont inventé le racisme, mais c'est eux qui l'ont théorisé, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais vous savez qui l'a théorisé? Où est-ce qu'il a été théorisé, le racisme? Et qui en a fait la promotion pendant des décennies et des décennies? Ce sont les universitaires. Et ça, c'est un truc que, justement, ils ont tendance à oublier, c'est qu'aujourd'hui, les universitaires, qui se disent antiracistes, mais ils se battent contre quelque chose qui a été théorisé, qui est né dans les universités. Et aujourd'hui, donc, l'antiracisme, qui est donc en réalité une sorte de nom de code pour le racisme anti-blanc, comme Cassos 2.0 nous en fait la démonstration depuis le début de son React, il a aussi des conséquences absolument désastreuses sur le monde. Et il faudra bien, un jour ou l'autre, le détricoter lui aussi. D'ailleurs, c'est pareil, dans les commentaires à charge que je reçois, il y a quasiment aucun argument dans ces commentaires, mis à part l'accusation de racisme. À partir du moment où vous accusez quelqu'un de racisme, vous n'avez plus à argumenter, c'est fini. Et vous voyez, c'est pour ça que la gauche se meurt intellectuellement. Ils ont le cerveau en état de pourrissement avancé parce qu'ils ne s'exercent plus à la pensée véritable.
Ils ne font que de la récitation. Et dès que la contradiction pointe le bout de son nez, on commence avec les accusations de racisme, etc. Vous savez, le cerveau, c'est comme un muscle. Quand on l'utilise pas, il s'affaiblit. Et là, notre Cassos 2.0, il nous en fait une belle démonstration de ça. D'ailleurs, petite dernière chose, avant de continuer la vidéo, c'est absolument pas du tout dans cette direction que je voulais aller, mais comme certains commentaires m'ont fait le remarquer, certaines études ont pu établir un lien entre le QI moyen d'une personne et ses préférences musicales. Alors évidemment, ça à prendre avec des pincettes, mais regardez quand même ce graphique, que pour le coup j'ai fait avec ChatGPT. Bon, d'une manière générale, les QI les plus bas sont associés à des musiques comme le rap ou le hip-hop, avec la pop commerciale un petit peu au-dessus. Alors attention, il faut toujours prendre des pincettes quand on parle de QI, surtout quand on a une dispute à propos du racisme, etc. Bon, il faut donc quand même savoir que le QI, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui peut évoluer avec l'éducation, l'étude, le développement de certaines connaissances, etc. Et globalement, c'est assez raccord avec tout ce que je vous disais précédemment. Le jazz, le classique, mais aussi beaucoup de choses dans le rock, le métal et ses dérivés vont demander des capacités d'écoute, une capacité de concentration supérieure, là où le rap ou la pop commerciale vont plutôt chercher à donner une gratification immédiate. D'une manière générale, dans les études qui font le lien entre quotient intellectuel et goûts musicaux, on constate que plus on a un QI élevé, plus on va se diriger vers des musiques instrumentales. Alors, je reprends encore une fois mes pincettes avant de continuer la vidéo. C'est pas parce que vous écoutez du rap que vous êtes forcément un demeuré. C'est simplement une tendance globale qui s'explique assez simplement. D'ailleurs, quelqu'un qui va prendre le temps d'écouter une musique plus complexe, c'est certainement quelqu'un qui a pu développer d'autres capacités intellectuelles, qui ne se bornent pas au plaisir immédiat. Je joue le jeu du dialogue et de l'argumentation, etc. Alors, même si je trouve ça, je dis des banalités et des choses évidentes. Mais oui, ça c'est vrai que je dis des banalités et des choses évidentes. Ce sont des choses banales et évidentes parce qu'elles sont vraies et que tout le monde sait d'ailleurs que c'est vrai. Et c'est pour ça que t'es pas capable de les contredire d'ailleurs. Mais plus pour les gens égarés qui potentiellement pourraient se faire avoir par un discours construit et intelligible, et aux potentielles personnes qui peuvent être un peu dans le flou en se disant je sais que c'est pas bien ce qu'il dit, je me dis c'est de la merde, mais je sais pas trop comment l'expliquer pourquoi. Ben voilà, t'as un peu de matière pour expliquer pourquoi. Alors pour le coup, je suis vraiment pas sûr, mon bon Cassos. Je pense que les gens étaient plus intelligents avant d'avoir vu ta vidéo. Les gens qui ont écouté ton react, ils ont certainement perdu quelques points de QI. Ce qui, statistiquement d'ailleurs, les a probablement encore rapprochés un peu plus du rap. Donc c'est quand même une petite victoire pour toi. Mais je trouve ça assez hallucinant qu'en fin de compte, tu me reproches déjà le fait de défendre des choses qui sont évidentes, mais surtout de le faire de manière claire et intelligible. Contrairement à toi qui a un discours extrêmement confus, extrêmement peu pertinent, qui maîtrise pas des notions basiques. Très clairement, je domine sur cet échange-là. Alors c'est pas parce que je suis un génie de la rhétorique ou un génie tout court ou même que je suis quelqu'un de très intelligent, c'est tout simplement parce que ce que je défends, ce sont des évidences. Je défends le vrai. Là où toi, tu défends une idéologie qui ne tient pas debout, une idéologie qui n'est tissée que de contradictions. Là où ils ne comprendront jamais que parfois la violence, c'est tout simplement une réponse. Faut lire Frantz Fanon, là. Faut lire Frantz Fanon. Voilà, vous voyez, c'est toujours les mêmes références. Toujours les mêmes. Mills dans la précédente vidéo, Frantz Fanon ici. Ce sont des clones. Ces gens sont des clones idéologiquement. Ils ne font que répéter une doctrine. Ces gens ne pensent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de références qui leur sont propres. Ils ne font que servir la bouillie idéologique qu'on leur donne à l'université. C'est tout. Alors, juste pour rappel, la préface des Damnés de la Terre de Frantz Fanon, elle a été écrite par Sartre, et elle dit ceci. « Car en le premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. » Dans les Damnés de la Terre, on trouve aussi cette citation. Pour le coloniser, la vie ne peut n'être que du cadavre en décomposition du colon. Alors vous me direz oui, mais il y a le contexte historique, machin. Le problème c'est que comme je l'ai dit 2 fois dans les précédents épisodes, c'est pour ça que je considère que le rap est néfaste. C'est parce qu'il y a une très forte identification de la part des immigrés, des descendants d'immigrés à ce passé colonial et que beaucoup considèrent encore, en quelque sorte, les Européens, les Français, les Blancs, comme des colons. Donc faire appel à cette rhétorique, c'est ni plus ni moins
qu'un appel à la violence. Très indirect certes, mais un appel à la violence quand même. D'ailleurs, il le dit à demi-mot, il se cache même pas, hein, puisque cette violence-là, elle est admise dans ces petits cercles de pseudo-intellos de gauche ethnomasochistes. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette rhétorique de la violence qui peut être justifiée, elle peut être une réponse, etc. Et ce message-là, il est également véhiculé massivement dans le rap, parce que l'idéologie est très proche. Donc, comment est-ce que vous voulez créer une société saine quand l'un des mouvements culturels les plus importants, les plus mis en avant aussi, balance de tels messages de haine, voire d'incitation à la violence envers les horribles méchants blancs? Le truc, c'est que chez ce mec-là, on l'a tellement persuadé que le blanc était l'incarnation du mal qu'il ne comprend même pas qu'on puisse lui reprocher un tel discours. Enfin, franchement, je ne regrette pas là de faire ces vidéos pour répondre à notre ami Cassos 2.0, parce que c'est vraiment un cas particulièrement intéressant, un cas d'école. Sa pensée, c'est que les Arabes et les Noirs, en gros, on est naturellement violents. Ah ouais, tu vois, j'ai pas envie de parler avec ça, frère. Mais quel escroc, mais quel homme de paille monumental il nous fait là. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais plus tôt. Il est à la ramasse, il n'arrive pas à argumenter. Donc il invente des propos, il me fait dire des choses que je ne dis pas pour pouvoir se mettre son public dans la poche, pour pouvoir le manipuler, parce que c'est faux. C'est littéralement faux de dire que je dis que les Arabes et les Noirs sont naturellement violents. C'est faux, je ne dis ça à aucun moment. D'ailleurs, les authentiques racistes en commentaire me le reprochent très souvent. Donc ce mec avec ses allures un petit peu sympathiques, c'est quand même un énorme manipulateur. C'est là le fort un peu de sa vidéo, hein, c'est qu'il y a une part de vérité, mais je trouve que c'est, une fois de plus, à nuancer. Aimer la souffrance, aimer la douleur, aimer ce qu'on peut ressentir, on peut y trouver un confort et une certaine forme d'appréciation dans le mal-être qu'on ressent. D'autant plus si il devient source de création, il devient matière à pouvoir créer des choses comme ça. Et là, vous voyez, ça, c'est hyper intéressant. Globalement, il est d'accord à 100% avec mon propos. Mais évidemment, pour lui, c'est inacceptable d'admettre qu'il est d'accord. Donc, il va commencer par dire quelque chose comme « il y a une part de vérité, mais globalement, c'est faux », pour ensuite me donner intégralement raison, pour quasiment répéter mon discours avec d'autres mots. Et vous savez pourquoi il fait ça? Parce que j'ai raison. Je suis désolé de dire ça comme ça, pas élégant, en débat, mais c'est la vérité. Et encore une fois, il est pas assez hypocrite, d'ailleurs, pour nier le fait que j'ai raison. Et au fond, vous savez quoi? C'est ça qui l'embarrasse. C'est ça qui le met dans une telle situation d'inconfort. Les Noirs et les Arabes, on kiffe la précarité, c'est dans nos gènes. C'est fou, hein. C'est fou quand même. C'est fou, genre, ouais, c'est en nous. Voyez toujours cet homme de paille et toujours cet argument des gènes que non seulement je n'ai jamais employé, mais surtout que j'ai réfuté moi-même. Et vous voyez comment il manipule son audience pour lui faire croire que je dis des choses que je ne dis pas. Enfin, c'est vraiment immonde. Enfin, pour répondre à ce truc-là, c'est pareil chez les petits blancs. Ça prend pas la même forme, parce que culturellement, on est quand même pas tout à fait dans le même univers. Et bien entendu, qu'il y a une romantisation de la dépression, de la souffrance, du suicide, de la drogue, du mal-être chez les petits blancs. Tout particulièrement dans les œuvres artistiques, culturelles. Et ça s'explique simplement par le fait que ces choses-là, ce sont des choses qui peuvent provoquer des émotions particulièrement intenses, particulièrement propices à la création. Donc évidemment, les petits blancs, que tu sembles tellement détester, et les Noirs et les Arabes, ils ne parlent pas du même socle culturel, que ce soit en termes de valeurs, de goût, de références, etc. Mais la logique reste la même. Le biais de négativité, c'est l'outil le plus puissant qui existe en art. Vous savez, c'est le fameux « on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments ». Tout comme on ne fait pas des vidéos qui font des vues sur YouTube avec de bons sentiments. Hein, je rappelle que ta vidéo, elle s'appelle quand même « Maudin, le raciste, explique que le rap c'est de la merde ». En appelant ta vidéo comme ça, tu savais très bien ce que tu faisais. Tu joues sur l'émotion des gens, tu veux provoquer, tu veux donner envie de cliquer. Et d'ailleurs, je t'en veux pas du tout à ce niveau-là parce que je fais la même chose moi-même. Sauf que bon, une fois que les gens, ils ont cliqué sur ma vidéo, j'essaye quand même de leur apporter quelque chose en plus, de développer une pensée qui pourra peut-être leur apporter quelque chose. Sinon, je sors pas la vidéo. Mais enfin oui, le putaclic, c'est rigolo. Même si ton titre est extrêmement mensonger, c'est pas moi qui vais te faire un procès là-dessus. La musique noire, au sens large, hein, prends même pas que le rap. La musique noire, elle existe à cause d'une souffrance. Non, mais tu sais, c'est moi qui deviens antiraciste maintenant, mais ça, c'est un truc profondément humain, en fait. C'est-à-dire que toute la musique, toute la création artistique vient d'une manière ou d'une autre, d'une volonté d'échapper à la souffrance. Absolument toutes les créations humaines. Toutes. C'est quelque chose de parfaitement universel, pour le coup. Et même les musiques les plus festives, même la fête elle-même, elle est là pour compenser les difficultés de l'existence. Fanon, justement, disait que
la fin du racisme et la ségrégation, de la discrimination des Noirs, de la néocolonisation, bref, de tous ces aspects-là, sonnera le glas de la musique noire, mettra sa fin, parce que clairement, c'est une réponse à une oppression. Et là, il y a un vrai propos, hein, et quelque chose d'intéressant. Hein. Je remarque d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il y a un truc d'intéressant, parce que tu cites un autre mec. Enfin, passons sur ce détail. Ici, je comprends très très bien ce que ça veut dire. Je pense même qu'il a raison. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qu'il n'a pas vu venir. Et tout le problème, il est là. Quand vous prenez comme référence, comme ça, des ouvrages qui ont 30, 40, 50 ans, c'est que vous ne prenez pas en compte le fait que le paradigme a changé. C'est ce que j'essaye d'expliquer d'ailleurs dans ma vidéo sur le rap, hein, c'est qu'il peut y avoir cette idée au départ dans cette musique, hein, qui était là pour dénoncer une oppression, des injustices, etc. Mais aujourd'hui, les gens se sont tellement identifiés à cette musique, lui ont accordé une importance tellement démesurée, ils ont un attachement émotionnel tel à cette musique, à toute cette culture qui en découle, qu'on en est arrivé à un effet assez pervers en fin de compte, où il y a une sorte d'addiction à cette souffrance, à cette situation. Le racisé, avec des guillemets, hein, parce que les gens détestent quand je dis racisé, et je comprends parce que moi aussi, je déteste ça, ce terme. Mais bref, le racisé, entre guillemets, il crée toute son identité sur cette souffrance. Et même si aujourd'hui il n'est plus oppressé, il n'est plus colonisé, et qu'il est lui-même à l'origine de sa propre souffrance, et ben ça c'est trop dur pour lui de l'admettre. Donc il a besoin de continuer de faire vivre ce narratif tellement confortable du méchant oppresseur contre le gentil opprimé. Et c'est ça, c'est cette solution de facilité que le rap apporte aujourd'hui. Noir Amer, ils n'ont pas été critiqués à ce niveau-là. Ils n'ont pas été critiqués sur le fait de vouloir s'intéresser et comprendre cette musique. Au contraire, on ne demande que ça, justement. C'est le fait de justement comprendre que cette musique, c'est en réponse à la blanchité. C'est une musique qui existe en réponse à un système qui oppresse des personnes. Alors, petit rappel, hein, Noir Amer, c'est les fameux bobos parisiens qui écoutaient des albums de rap en mangeant des pizzas et en philosophant, et qui se sont pris la plus grande tempête de caca qu'on ait jamais vue. Par contre, là, c'est pas vrai ce que tu dis. Ils ont été critiqués pour leur démarche trop intellectualisante. Ils ont aussi été largement critiqués par des gens qui leur disaient que cette musique ne leur appartenait pas. C'est un des trucs qui revenait le plus souvent d'ailleurs. Et encore une fois, tu vois, tu es obligé de mentir pour prouver ton point. Et ça va pas du tout. Mais ensuite, ils ont aussi été critiqués pour leur blanchité, comme tu dis. Et ça, est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Quand on rejette des personnes en raison de leurs us et coutumes, de leurs mœurs, de leur mode de vie. Toi, tu appellerais ça certainement du racisme, si on suit ta propre logique. Moi, je pense d'ailleurs que le terme est inadéquat. En réalité, c'est de la xénophobie. Ce que se sont pris ces bobos parisiens, c'était une vague massive de xénophobie. Mais comme ce sont des blancs, ça compte pas, il n'y a pas de problème. C'est même une réaction parfaitement normale. C'est une réaction justifiable moralement, puisque c'est en quelque sorte une révolte contre l'oppresseur. Donc, est-ce que tu te rends compte à quel point ton discours est puant et hypocrite? C'est un discours de pure xénophobie. Et au moins l'honnêteté de pas faire passer ça pour de l'antiracisme, parce que c'est insupportable. Mais si demain il n'y a plus de place à ça, ben oui, il n'y a plus de raison à ce que ça existe. Et ça, tout le monde le souhaite. Ça, c'est faux. Et c'est le point que j'essaye de défendre et que j'arrive pas à faire comprendre. Mais c'est que l'attachement émotionnel à cette musique, il est tellement fort. Et disons-le aussi, le business autour de cette musique est tellement juteux que les amateurs de rap ne souhaitent pas la disparition du rap. C'est totalement absurde de dire ça. C'est faux. Et ça reviendrait à dire que vous êtes plus attaché au message qu'à l'esthétique elle-même. Et ça, c'est faux. Il serait capable de dire qu'on devrait remercier les colons pour ça. Mais les gars, est-ce que c'est pas le propre de ce genre de discours? Les gars, vous avez déjà entendu l'argument comme quoi la colonisation et l'esclavage, l'occupation des Européens sur certains territoires a apporté plus de bien qu'autre chose? Alors, pour ce qui est de l'aspect musical, je pense que si les Noirs n'avaient pas inventé le blues, on serait quand même parvenu à quelque chose d'extrêmement proche du rock, voire du rock, tout simplement parce qu'encore une fois, ces musiques-là, elles ont été possibles avant tout grâce à des technologies. La guitare électrique, la distorsion, le synthé, etc. Ensuite, pour ce qui est des aspects positifs de la colonisation, c'est absolument factuel. Alors, dire qu'il y a eu plus de bien que de mal, je vais pas me risquer à dire un truc comme ça, mais enfin, il est totalement factuel de dire que ce sont les affreux blancs qui ont mis fin à l'esclavage dans de nombreux endroits du monde, que ce sont eux qui ont mis en place les infrastructures en Afrique,
qui ont ensuite permis son développement. Ce sont aussi les méchants blancs qui ont permis d'éradiquer la mortalité infantile en Afrique, ce qui a d'ailleurs permis cet énorme boom démographique et qui ont aussi créé et mis en place ces outils de communication modernes. Enfin, j'en passe, etc., etc. Le truc, c'est que dire ça, effectivement, ça casse un petit peu ce narratif du méchant blanc représentant du diable sur terre, la méchante colonisation, etc. Pourtant, dire qu'il y a eu des aspects positifs, c'est justement prendre en compte la réalité dans sa globalité, pas juste ce qui nous arrange. Donc maintenant, si tu me demandes à moi, je pense que la colonisation n'a pas été une bonne chose. Bien sûr que non. Je pense d'ailleurs que mon public sera d'accord avec moi. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir d'où elle vient, cette volonté colonisatrice. Est-ce que ça vient de la méchante extrême droite ou de la gentille gauche? Fais tes recherches là-dessus. Tu risques d'être surpris. Là, on est sur le discours de Soral, comme quoi, on est sur un truc complotiste, comme quoi le rap, il a amené à endoctriner la jeunesse. On est sur des théories du complot, comme les Illuminati, en fait. Alors, petit tutoriel, j'en profite, si vous êtes particulièrement nul en débat. Quand vous n'avez pas d'argument, il y a deux solutions. On a vu le premier point, c'est l'accusation de racisme, ça marche très bien. Mais le deuxième, c'est l'accusation de complotisme. Et ça, c'est quand même formidable, parce que ce mec-là, qui récite toute la bouillie mentale de la gauche universitaire, c'est très certainement aussi quelqu'un qui a à cœur des questions comme la représentation dans la culture populaire, la critique des valeurs véhiculées par le cinéma américain des années 80-90, les vieux Disney, etc., qui sont de pures expressions de la suprématie blanche ou des conneries comme ça. En clair, lorsqu'il s'agit de dire que la blanchité s'est longtemps exprimée à travers des œuvres culturelles et que ça a eu un impact sur la société et notamment la jeunesse, ça c'est ok, c'est de l'analyse sociologique factuelle. Mais quand on dit que des œuvres culturelles peuvent avoir une influence, voire endoctriner la jeunesse, s'il s'agit de rap, s'il s'agit de l'art des racisés, avec des guillemets, et là, on est sur du complotisme. Est-ce que vous voyez, en fait, à quel point il n'y a aucune colonne vertébrale dans cette idéologie? À quel point c'est un deux poids, deux mesures permanent? Enfin, je vous ai dit, cette vidéo, c'est un cas d'école, c'est un chef-d'œuvre. Si vous êtes capable de regarder ça et de conserver votre gauchisme, c'est que vous avez un problème. Je vais répondre très simplement et je vais citer Desporuti. Si c'est grâce à la colonisation que je peux jouer du synthé, laissez-moi fouetter ces blancs et je leur apprendrai à jouer du djembé. Très moyenne, cette punchline, parce que le djembé, c'est une régression par rapport au synthé. Soyons clairs, je peux faire des sons de djembé avec un synthé, l'inverse, ça va être quand même vachement plus difficile. Donc, très mauvaise punchline. C'est quasiment un argument de suprémaciste blanc en plus. Donc, très attention là-dessus, doucement. Ce qui est reproché à Noir Amer, c'est pas le fait qu'il s'intéresse. Ce qui est reproché, c'est un schéma qu'on voit très généralement. Parce qu'on ne peut pas nier. Quand tu peux comprendre quelque chose, parce que tu l'as vécu, parce que c'est proche de toi. Il n'y a pas de mal à dire qu'on ne comprend pas quelque chose parce que justement, c'est pas proche de nous. C'est très mal placé de venir voir une personne endeuillée à cause de la perte d'un proche alors que toi-même, tu n'as jamais vécu cette situation. Tu ne sais pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Mais par pitié, ok, utilise ChatGPT finalement, c'est mieux. Arrête d'essayer de penser par toi-même, c'est catastrophique et c'est gênant. Mais attendez, j'ai du mal à trouver les mots. Ce qu'on vient d'entendre, c'est tellement absurde. Donc en fin de compte, là, il est en train de nous dire que pour ressentir quelque chose, notamment pour ressentir de la compassion, il faut avoir vécu soi-même la chose. Sinon, la compassion est impossible. Mais c'est complètement débile. Bien entendu que si vous n'avez jamais connu le deuil et que vous rencontrez quelqu'un qui a perdu son enfant, son conjoint ou quelqu'un de sa famille, mais bien évidemment que si. Vous pouvez aller la voir, présenter vos condoléances, et entrer en empathie avec elle, ressentir sa douleur. Mais enfin, c'est gravissime ce qu'on entend. Et je commence à comprendre pourquoi il y a besoin de cours d'empathie à l'école. C'est quand même hallucinant que des gens aient pu entendre ce truc-là en se disant que c'était pertinent. En fait, c'est même pire que ça, parce qu'il nous dit, en clair, que si on n'a pas le vécu, alors le rap nous sera toujours plus ou moins inaccessible. Comme s'il y avait besoin d'avoir vécu soi-même les événements décrits pour pouvoir les ressentir. Alors, ça démontre non seulement une très faible capacité à l'empathie qui est inquiétante, et qui d'ailleurs peut être extrêmement problématique quand on cherche à s'intéresser à l'art, mais surtout, ça démontre à quel point le rap est un sous-art, qui encore une fois, puisque c'était un peu le sujet, mais n'arrive pas à la cheville de la musique classique. Pourquoi? Parce que selon tes propres termes, le rap est une musique qui ne peut pas être universelle. C'est une musique qui serait incapable de transcender les races, les classes sociales, et qui donc transcendra encore moins les époques. Dans 100 ans, dans 200 ans, on écoutera encore Mozart, Beethoven, Debussy. Personne ne se souviendra de Booba ou de NTM. Avoir la même relation que cette personne pouvait avoir avec la personne qui l'a perdu. C'est très mal placé de dire « je comprends ». Par contre, dire « j'entends », c'est quelque chose. Et c'est plus ça qui est demandé. Bon là, t'as essayé de jouer sur le mot pour essayer de faire passer le truc, mais t'as bien compris, je pense, au fond de toi, que ton idée était complètement débile.
Donc oui, forcément, quand il y a du vécu, tu comprends un peu plus les choses. Ce qui est reproché, c'est de justement, pour pouvoir entendre une musique, pour pouvoir l'apprécier, ça ne passe uniquement par l'intellectualisation. Alors, si vous avez suivi les 2 précédents épisodes, vous avez peut-être compris que là, il venait encore une fois de se contredire. Puisque dans l'épisode précédent, il nous disait, en fait, qu'il était d'accord avec moi que les auditeurs de rap, tout particulièrement les jeunes, accordaient trop d'importance au vécu et au fait que les choses rapportées soient véridiques. En gros, qu'ils accordaient trop d'importance à la street credibility. Et que donc, il nous disait que justement, en étudiant, en ayant un rapport à l'écoute moins émotionnel, donc plus intellectuel, on pouvait sortir de ça. Donc, je rappelle qu'il reconnaissait ça comme un problème. Et là, il vient nous dire exactement l'inverse. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce mec est capable de dire tout et son contraire en une vidéo. C'est incroyable. Par exemple, comparer un texte d'Oxmo Puccino à du Zola, c'est ça qui fatigue les gens. C'est le fait que si on compare pas l'écriture d'un rappeur, notamment au format livre, roman, peu importe, essai, qui est un format estimé et noble et perçu comme intelligent, mais en plus de ça, par une personne blanche, ben voilà. Non, c'est faux. Ce qui les fatigue, c'est leur haine du blanc. Et encore une fois, il y a une énorme contradiction là-dedans. Quand les méchants blancs disent que le rap, c'est de la merde, que c'est un sous-art, une sous-culture, etc., ce sont des salopards de blancs qui ne comprennent rien. Quand les méchants blancs disent que le rap est un art à part entière, qui équivaut à la plus grande littérature, la plus haute musique, et que donc ils s'y intéressent et lui accordent le plus haut degré de respect qui soit, bah c'est quand même des salopards de blancs qui ne comprennent rien. C'est ça qui vous fatigue. Et qui nous fatigue aussi d'ailleurs. Osez juste admettre que vous détestez les blancs. Il y en a de plus en plus qui le font. C'est comme ça, c'est fait. Vous verrez, ce sera beaucoup moins fatigant. Osez dire le fond de votre pensée au lieu de la déguiser comme ça derrière un milliard de contradictions. Vous détestez les blancs pour ce qu'ils sont aujourd'hui, pour ce qu'ils ont été, pour leur culture, pour leurs coutumes, leur art, leurs références, leurs qualités, leurs défauts. Vous détestez tout chez eux, mais dites-le. Au moins, ça vous permettra d'avancer, de crever l'abcès, dites-le. Plutôt que de chercher des justifications pseudo-intellectuelles laborieuses dopées avec du mauvais prompt ChatGPT. Le souci est là, c'est ça qui leur est reproché. C'est de réutiliser des codes académiques, occidentaux, européens, pour avoir une grille d'appréciation et pouvoir estimer la musique. Voilà, vous voyez, quand je vous parlais de contradiction. Normalement, un cerveau bien fait, quand il y a autant de contradictions, il court-circuite. Il dit « Oula, attends, je suis en train de dire une connerie, moi !» Et il comprend qu'il y a un problème. Aujourd'hui, le travail des intellectuels de gauche, c'est justement d'empêcher ce cerveau de court-circuiter quand vous racontez autant de conneries. Imaginez une seule seconde que ces petits bobos blancs se soient dit « Non, cette musique, on peut pas s'y intéresser parce que ces gens ne sont pas européens, parce qu'ils ne sont pas de culture occidentale. » Vous voyez un peu le truc ? Soit on dit « Ces gens font peuple avec nous », donc forcément, on peut parler avec eux comme on parle avec n'importe qui. On peut parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils créent, comme on parle de nos propres créations, puisque nous faisons peuple ensemble. Mais non, ils affirment eux-mêmes qu'ils ne font pas peuple avec nous, qu'ils appartiennent à une autre civilisation et que donc nous n'avons pas le droit de nous exprimer sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils disent ou sur ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez que ce qu'on vient d'entendre là, c'est littéralement un discours raciste. Et c'est loin, très très loin, d'être un discours marginal. D'un côté, ils revendiquent de ne pas faire peuple avec nous et que c'est toute leur fierté. Mais quand c'est nous qui le faisons remarquer, alors là, ça devient du racisme. Mais est-ce que vous vous rendez compte de cette arnaque ? Ça n'a aucun sens. Tu peux apprécier la musique pour ce qu'elle est. Et c'est ce qui peut amener à terme à enlever toutes ses racines et son sens à cette musique. Et on est un peu dans ça. Et du coup, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Parce qu'il y a 5 minutes, tu nous disais que tout le monde voudrait que le rap disparaisse à partir du moment où il n'y en aurait plus besoin. Et là, tu vois, tu te rends compte à quel point c'était faux ce que tu disais. Parce que vous êtes trop attachés aux racines du rap. Parce que c'est un marqueur culturel et identitaire extrêmement fort dont vous ne voulez pas vous débarrasser. Mais le nombre de contradictions dans le discours de ce mec, il y a 30 000 personnes qui ont regardé ça, et il y en a certaines qui ont trouvé ça pertinent. Mais c'est foutu les mecs, il faut fermer la boutique. Booba n'est pas grandi dans un milieu si violent que ça, n'est pas connu réellement la précarité, des choses comme ça. Je vais pas revenir sur ces arguments aussi simples, étant donné que quand bien même peut-être il n'a pas vécu dans ça, ou il n'a pas connu ça, il a braqué un taxi, il a fini en prison, il a connu la prison. Peut-être quelque chose auquel tu ne peux pas prétendre. Mais le cuit de moule de ce mec, c'est pas possible. Mais tu te rends compte que tu me donnes raison, encore une fois, en disant ça.
C'est-à-dire que le cas de Booba, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour pouvoir obtenir sa street cred, sa petite ligne sur le CV, prison, qui est un atout marketing dans le rap, eh ben il est allé braquer un taxi. Alors que non, concrètement, il a jamais manqué de rien. Il est issu d'une famille aisée. Sa maman ressemble à ma maman. Tu comprends? Mais tu vois, tu peux me dire maintenant des trucs comme ouais, c'est un vrai, lui, il a connu la prison parce qu'il a agressé un pauvre chauffeur de taxi innocent, alors que toi, tu peux pas dire ça. Bah ouais. Effectivement. Mais en fait, est-ce que tu te rends compte de la bouillie que tu as dans le cerveau, en fait? Est-ce que tu te rends compte surtout à quel point tu me donnes raison quand je te dis que le rap est une culture néfaste qui valorise la violence et que toi-même, tu valorises le fait que cette grosse de Booba ait agressé un innocent? Mais au secours! Je te jure que c'est l'enfer de t'écouter. Et puis ensuite, il comprend qu'il a dit une connerie, donc il va revenir un peu en arrière. C'est une obligation maintenant de chanter parce que tu as vécu. Même exemple, hein, tu sais, je vais pas me faire frère, vu que tu répètes les mêmes choses, les mêmes débilités. Scorsese, le vieux. Bon, dommage, hein, peut-être tu vas te foutre en l'air en faisant ça, mais va braquer ta mère. Va braquer, va tuer des gens, va faire tout ça, après fais les films. Bon, on est officiellement sur un QA de chiffres. Tout ça pour dire que pour beaucoup d'immigrés, de descendants d'immigrés, les blancs sont systématiquement vus comme des privilégiés, alors que eux-mêmes se voient comme des victimes. Bah ouais, lis et instruis-toi. Le blanc, c'est pas juste une couleur de peau. Construction sociale et historique. Et en plus, il nous dit bah ouais, bien fièrement. Et le refrain encore, du le blanc est une construction sociale, etc., etc. Mais tout comme l'arabité est une construction sociale ou la noirité. Le problème, c'est que si quelqu'un commence à théoriser un concept comme ça, il n'y aura pas besoin de braquer un taxi pour avoir la même ligne que Booba sur le CV. Mais il faudrait aussi peut-être la comprendre, cette phrase, hein, la blanchité est une construction sociale. Si vous voulez, la blanchité, c'est un terme effroyablement pompeux et provocateur pour dire la civilisation occidentale. C'est rien d'autre que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, au fond, je te traite de raciste comme toi tu le fais, mais en réalité, je pense pas que ce soit le terme le plus adapté. En réalité, tu es un xénophobe, dans le sens où l'objet de ta haine, c'est pas une race à proprement parler, c'est une culture. Un blanc qui dit wesh mon frère à chaque phrase, qui écoute du rap de débile, qui s'habille comme une racaille, et qui peut-être même dit wallah de temps en temps, je suis sûr que tu pourras le considérer comme un des tiens sans trop de problèmes. Exactement au même titre que la grande majorité des patriotes français, par exemple, peuvent considérer un noir ou un arabe qui porte leurs valeurs comme un des leurs. La vérité, c'est que le racisme, c'est plutôt rare. Le terme qu'on devrait utiliser pour gagner en précision, quand on parle de ce genre de truc, c'est plutôt le terme de xénophobie. Parce que c'est rare, en réalité, les gens qui rejettent d'autres gens en raison de leur couleur de peau. En général, le rejet, c'est plutôt un rejet culturel. Bien sûr qu'il y a des privilèges. Ça serait comme dire, les hommes ne sont pas privilégiés par rapport aux femmes. Mais ce mec n'a aucune pensée propre, c'est un automate. À ce niveau-là, j'aurais pu écrire les dialogues moi-même, tellement tout est prévisible. Non, les hommes ne sont pas privilégiés par rapport aux femmes, c'est un mythe. 3 suicides sur 4 sont commis par les hommes. 95% des gens qui sont à la rue sont des hommes. Les métiers à risque, les métiers pénibles sont très largement occupés par des hommes. D'ailleurs, la plupart des accidents du travail concernent des hommes. La justice est beaucoup plus clémente avec les femmes. Les hommes meurent beaucoup plus jeunes que les femmes. Les hommes sont beaucoup moins diplômés que les femmes. Bon, après, quand on voit la gueule des diplômes, mon cassos, on peut peut-être l'enlever de la liste, celui-là. On pourrait aussi parler du fait que les hommes représentent à peine un tiers des cadres de la fonction publique et un quart des professions libérales. Le pourcentage d'hommes qui obtiennent la garde de leurs enfants après un divorce s'élève de 6 ou 8%. Je te parle même pas de la discrimination positive. Je te parle même pas de l'avantage immense des femmes en matière de rencontres. Ce mythe du privilège des hommes sur les femmes, il tient à une seule chose, c'est que parmi les élites, parmi les gens les plus riches du monde, il y a effectivement beaucoup d'hommes. Mais si vous enlevez les quelques hommes qui sont au sommet de l'échelle, peut-être 5, 8, 10 personnes dans chaque pays, vous constaterez que non, les hommes ne sont pas privilégiés par rapport aux femmes. C'est un mythe, tout comme l'inégalité salariale, qu'on nous dit être de 20-30%, alors que dans les faits, elle s'élève à 1 ou 2%. Tout votre discours se base sur des mensonges. Alors, je ne nie pas, bien évidemment, que les femmes subissent également des difficultés qui leur sont propres. Mais enfin, venir dire que les hommes sont privilégiés, c'est de plus en plus aberrant. D'ailleurs, aux États-Unis, l'épicentre du monde blanc, de l'Occident, que tu détestes tant, tu sais qui c'est la catégorie qui réussit le mieux? C'est pas les hommes blancs, ce sont les femmes asiatiques. Donc, faudrait arrêter les conneries 5 minutes, s'il te plaît. Allez, on essaye. 5 minutes sans dire de conneries. On va voir si c'est possible. Alors on peut remanier les mots, C'est ce qu'on adore faire. On prend le même exemple, Christophe Colomb, c'est un explorateur. C'est pas un immigré
pas un conquérant, c'est pas tout ça. Putain, t'as même pas tenu 5 secondes. Le fait que l'appropriation culturelle chez les Blancs, la gentrification, toutes ces choses-là sont bien réelles et existent. Au point de détruire un art, des choses comme ça, il peut pas le nier. Hop, 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 doucement. Alors, ça n'a rien à voir avec l'appropriation culturelle. C'est un phénomène absolument universel. Une contre-culture, que ce soit en Occident, en Afrique ou en Chine, où qu'elle soit, elle finit forcément par arriver à maturité, puis à vieillir, puis se démoder, et puis mourir. Moi, ce que je dis, c'est pire que ça. Attention, tu me connais à force. Je dis que la meilleure des choses qui puisse arriver au rap, c'est justement sa gentrification pour en tuer l'âme, pour en anéantir l'aspect culturel. Tout comme c'est arrivé avec le rock et de nombreux de ses dérivés. La meilleure chose qui puisse arriver au rap, c'est que seul l'aspect esthétique persiste et que tout l'aspect culturel finisse par mourir. Et de toute façon, ça finira par mourir. Ne t'inquiète pas, c'est absolument inévitable, comme absolument tous les mouvements culturels. C'est normal. Sauf que avant de parler d'appropriation, de choses comme ça, il te dit les Blancs ont tendance à toujours tout intellectualiser. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que intellectualiser, c'est pas rentrer forcément dans votre prisme qu'est pour vous l'intellectualisation. Donc vous avez compris, intellectualiser, c'est pas rentrer dans le prisme de l'intellectualisation. Et est-ce que tu comprends ce que tu racontes au moins ? C'est pas parce que on prend des carnets et des notes, comme à l'école, établi sur des codes clairement occidentaux, l'école, construit sur ces formats-là, que ça veut dire que c'est intellectuel. Encore une balle dans le pied. École égale truc de blanc. Moi, je pense d'ailleurs que t'aurais pu prendre quelques notes à l'école, hein, même si c'est un truc de blancos, hein, au moins de temps en temps, quoi. Intellectualiser, c'est pas ça. En fait, les Noirs, ils ont pas entendu les Blancs pour intellectualiser ce qu'ils font. Ils ont pas besoin de vous pour ça. Mais bon, peut-être ils ont pas de cerveau, je sais pas. Mais factuellement, les Occidentaux ont beaucoup plus étudié la musique noire africaine que les Noirs eux-mêmes. Et si actuellement c'est en train de changer, c'est parce que les universités africaines se penchent sur la question. Et les universités, c'est quoi ? C'est une institution occidentale. Donc tu peux reprocher ce que tu veux aux Blancs. N'empêche que ce que je te dis, c'est factuel. Il n'y a pas que du mauvais chez le Blanc. Je sais que c'est difficile à avaler, mais c'est comme ça. On se charge nous-mêmes d'intellectualiser, même trop intellectualiser. Moi, j'estime qu'on n'intellectualise pas trop quelque chose. Hein. Par contre, l'intellectualiser dans des codes qui ne sont pas propres à un genre, ça oui. Ça, c'est propre aux Blancs, ouais. Ça, c'est propre aux Blancs de ne pas vouloir comprendre que sa façon de faire, c'est sa façon de faire. Mais est-ce que tu serais capable d'expliquer en quoi les outils d'analyse méthodologique objectifs de la musicologie à l'occidentale seraient inaptes à analyser le rap ? Les technologies employées sont occidentales, le langage utilisé, les gammes, les modes sont occidentaux. Les langues sont occidentales, donc c'est faux de dire que la musicologie à l'occidentale ne peut pas analyser le rap. Ça n'a strictement aucun sens. D'ailleurs, je rappelle que ton seul argument, c'est la subjectivité, c'est lamentable. Ton seul argument, c'est de dire non, les Blancs peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas vécu ces choses-là. Mais faites que ce soit moi qui ai mal compris. Faites que je me sois fait troller et ne me dis pas que ce mec-là a vraiment un doctorat en musicologie. Mais c'est gravissime. Par contre, à aucun moment je t'ai vu illustrer ton propos pour expliquer en quoi le rap pouvait avoir de mauvaises valeurs. Attends, mais t'es sérieux ? Ça fait 30 minutes que je t'explique. Parce qu'ils misent tout sur une vision extrêmement manichéenne avec le méchant oppresseur et le gentil oppressé, qui valorise la violence, la brutalité, le trafic de drogue, le crime, qu'il est très souvent excessivement irrespectueux envers les femmes, qui favorise une culture de la victimisation, une culture du bling-bling, de la superficialité, que dans sa structure même, on est dans l'idée de la satisfaction immédiate, que c'est pas une musique qui élève et qui, au contraire même, enferme dans une spirale. Pour utiliser tes propres termes, le rap crée une culture de la complaisance dans la médiocrité. Quand les Noirs font du rock ou du métal, on parle pas de rock de noir ou de métal de noir. En fait, c'est con, c'est que le rock, initialement, c'est une musique noire. Alors là, encore une fois, notre doctorant en musicologie, il n'a pas les bases. Déjà, nier qu'aujourd'hui, et depuis de très nombreuses décennies, le rock est plutôt sociologiquement un truc très majoritairement blanc, c'est quand même au-delà du déni. Ensuite, s'il est indéniable de dire que le blues est une musique noire, c'est quand même un poil exagéré de dire ça quand on parle du rock. Parmi les pionniers du rock des années 50, on retrouve beaucoup de noirs. Certes, Chuck Berry, Little Richards, Bo Diddley, Fats Domino, Ike Turner, mais on trouve aussi beaucoup de blancs. Elvis Presley, Buddy Holly, Bill Harvey, Gene Vincent, Eddie Cochran. En fait, quand tu prends une liste des albums les plus importants, les
plus influents des années 50, donc globalement 55-59, bah tu trouves grossièrement 3/4 d'artistes blancs pour 1/4 d'artistes noirs. Alors bien entendu qu'il y a des raisons sociologiques, des raisons économiques, des raisons démographiques à tout ça. Toujours est-il que factuellement, le rock dans les années 50, c'était quand même déjà plutôt majoritairement un truc de blanc que de noir. Et puis ensuite, le rock dans sa forme moderne, comme il apparaît dans les années 60, notamment avec les Beatles, là ça devient quand même sociologiquement très très blanc. Et c'est un constat froid et dépassionné que je fais en disant ça. Maintenant voilà, je sais qu'il est toujours de bon ton de rappeler les origines noires du rock, etc. Parce que ça sert aussi un discours antiraciste, ou disons raciste anti-blanc. Parce que moi, quand je vois des vidéos comme la tienne, j'ai tendance à avoir du mal à faire la différence. Mais encore une fois, comme tu le dis, toi-même, aucun discours n'est neutre. Et ce discours-là, qui consiste à dire encore aujourd'hui que le rock est une musique noire, mais c'est un discours qui est profondément motivé par l'idéologie. On va pas créer une petite case à l'écart pour mettre les noirs. Ce serait très mal vu d'ailleurs, alors que dans l'autre sens, ça pose aucun problème. Mais oui, pourquoi ça pose aucun problème? C'est comme quand on explique que le racisme anti-blanc n'existe pas. Vous voyez, ce mec-là nous dit, sans trembler, après avoir fait la démonstration de son racisme anti-blanc, et surtout la démonstration d'à quel point il est ancré dans des institutions comme l'université, c'est quand même extraordinaire. Vous savez, les gens qui, comme moi, disent l'antiracisme, c'est le racisme anti-blanc, et qu'il est en train de mener à une catastrophe, et qu'il a des conséquences néfastes, etc., eh ben, nous sommes l'équivalent des gens qui, à l'époque, prévenaient les universités que l'idéologie raciste était problématique. Et on se foutait bien de leur gueule. Et puis on a bien été obligé de reconnaître qu'ils avaient raison. Mais en fait, il suffit de les écouter un peu pour remarquer à quel point ils ont absolument tous les mêmes références, la même manière de penser. Ce sont des clones. Il suffit de les écouter parler pour s'en rendre compte. Ce n'est pas de la pensée, c'est du lavage de cerveau. D'avoir un endroit, un espace qui a été créé justement pour créer un lieu dans lequel ces personnes rejetées puissent s'y retrouver tranquillement, voilà, sans avoir tous les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Donc ce lieu dont il parle, c'est le rap, qui serait une sorte de refuge pour les pauvres descendants d'immigrés des différentes diasporas qui vivent en Occident. Bon après ça c'est vrai, faut quand même le reconnaître, c'est quand même dommage pour tous ces pauvres noirs, pour tous ces pauvres arabes, qu'il n'existe pas un continent en fait quelque part sur cette planète où il y aurait quasiment que des noirs et des arabes, pour qu'ils puissent échapper un petit peu à la souffrance de vivre dans le monde blanc, plein de blanchité, entouré de méchants blancs. C'est quand même malheureux qu'il n'existe pas un endroit comme ça sur la planète. C'est mal fait, le monde est mal fait. C'est comme ça, du coup ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de venir vivre au milieu des méchants blancs et de se réfugier dans le rap. C'est quand même triste, c'est vrai. Vu que c'est trop compliqué pour le blanc de se dire « Ah merde, ça m'appartient pas, c'est pas à moi. » Le souci, il est là. Tu peux pas. Et là, tu vas comprendre un petit peu pourquoi je te dis que non seulement le racisme anti-blanc existe, mais qu'en plus il est totalement systémique. C'est-à-dire que moi, si je tenais un propos similaire en utilisant le mot noir ou le mot arabe, j'aurais des ennuis, de graves ennuis. Alors que toi, tu peux tenir ces discours-là et recevoir des petites caresses sur la tête, des gentils universitaires bobos et des pseudo-intellos de gauche et de tous les médias subventionnés. Ton discours, il rentre dans les clous. Mais quand on inverse les termes, il devient illégal. Tu comprends? C'est aussi ça, l'expression du racisme anti-blanc, qui est en fait le seul racisme qui soit systémique en France. Comprends-le. Vu qu'ils ne le vivent jamais et vu qu'ils ne comprennent pas, ne serait-ce que le quart de ce que les Noirs pourraient vivre, par exemple, je dis Noirs pour faire plus simple, ils prennent tout comme un affront et comme quelque chose de violent, etc., alors qu'il s'agit d'une réponse. Et c'est là où il y a un énorme problème. C'est le même phénomène que quand tu dis que les hommes sont privilégiés par rapport aux femmes. C'est un mensonge qui a tellement été répété qu'au bout d'un moment, on criminalise le simple fait de remettre en question ce mensonge. Mais aujourd'hui, qui subit le plus la violence dans la rue? Qui sont les principales victimes de la vente de drogue? Qui se fait humilier en raison de ses origines sur les plateaux de télé, sur le service public, à la radio, dans les séries Netflix? À qui est-ce qu'on demande d'avoir honte de sa race, de sa culture, de son histoire, de son passé? Aux Blancs. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes ces violences et ces humiliations, qu'elles soient physiques ou symboliques, elles sont justifiées par tout un système de valeurs qui vient des universités, mais aussi de nombreuses autres institutions. Et c'est précisément ça qu'on appelle le racisme systémique. Le seul racisme qui soit systémique en France aujourd'hui, c'est le racisme anti-blanc. Alors bien sûr, il n'en a pas toujours été ainsi. Tu vas peut-être pouvoir me sortir un vieux livre de sociologie de 30, 40 ou 50 ans, mais là je te parle de la situation actuelle, depuis au moins une décennie, disons.
Aujourd'hui, il y a une véritable souffrance parmi les Blancs que vous choisissez d'ignorer ou de moquer, et c'est ça qui conduit à ce que vous appelez bêtement la montée de l'extrême droite. Et c'est tout. Si tu ne te faisais pas chier, si tu ne faisais pas de mal, voilà, eh ben il y aurait pas tout ça. Ah mince, tu prends tarif pour tout un groupe de personnes alors que toi t'as rien fait? Bravo. Ça doit être relou, hein. Ah ouais. Ah, les blancs, ils gentrifient, ils intellectualisent trop. Ah, ça doit être relou d'être mis dans le même panier que ces blancs-là. Mince, horrible. Imagine après quand t'es mis dans le même panier que les criminels. Ah, c'est autre chose, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Plus on avance, plus c'est catastrophique. Et ça, c'est quelqu'un qui arrête pas de vous parler des blancs et de la blanchité qui vous le dit. Donc là, en gros, il nous parle des noirs et des arabes, enfin surtout des arabes d'ailleurs, qui sont mis dans le même panier que les criminels. Mais attends. Qui se met dans le même panier que les criminels? Si ce n'est nos très chers amis, les descendants d'immigrés eux-mêmes. Le trafic de drogue qui leur pourrit la vie dans leur quartier, etc. Qu'est-ce qu'ils font, nos très chers amis, les descendants d'immigrés? Ils se liguent contre la police, ils se rendent complices du trafic de drogue. Il y a des délinquants ou des criminels qui subissent les conséquences de leurs actes. Ce sont les banlieues qui s'enflamment. Toute une population se solidarise avec des criminels et des délinquants. Ce ne sont pas les Blancs qui mettent les Noirs et les Arabes dans le même sac que les criminels. Ce sont ceux qui se solidarisent eux-mêmes avec ces criminels et ces délinquants. Et encore une fois, le rap contribue énormément à ça, à cette solidarisation des jeunes Arabes et des jeunes Noirs de France avec les pires racailles qui soient. Parce que on rappelle quand même, au cas où, que l'écrasante majorité des Noirs et des Arabes ne sont pas des criminels ou des délinquants. Mais ils se sont enfermés dans une culture qui valorise le crime et la délinquance. Et ça, c'est notamment justifié par des thèses postcoloniales de rancœur héréditaire, etc. Comme tu le dis toi-même d'ailleurs. Mais vous savez, ce mec, il a bien fait de faire cette vidéo. Déjà, pour offrir une démonstration de la médiocrité de l'université, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me croient pas quand je leur dis à quel point l'université est lamentable. Mais aussi pour démontrer à quel point nous avons raison. Tout ce qu'il nous a dit là, il faut que ça nous donne la force et surtout le courage de nous battre, de faire face à toutes ces absurdités. Parce que oui, son raisonnement est absurde de A à Z. C'était absolument catastrophique. Et surtout, c'était pas un discours qui faisait appel à la raison, à l'intelligence, au réel, aux faits. C'était un discours qui était purement dans l'émotion, qui faisait appel à des mythes. Il faut absolument combattre le gauchisme institutionnel à ce niveau-là, là. Ça devient un devoir citoyen. C'est trop grave. On parle de rap de blanc. Le rap de blanc, c'est pas une esthétique. C'est pas des sujets en particulier. C'est pas une façon de rapper, un exercice, une signature vocale. C'est pas ça le rap de blanc. Le rap de blanc, ben, c'est parce que forcément, on ne dissocie pas la sociologie quand ça nous arrange. C'est que très souvent, le blanc va grandir dans un contexte, dans un milieu avec un certain nombre de valeurs. Et c'est quand ce rap-là correspond à ça. Là, on l'a complètement perdu. Il attend même plus de laisser passer au moins 1 minute ou 2 avant de se contredire. Maintenant, il se contredit tout de suite, on perd plus de temps. Donc dans un premier temps, il nous dit que le rap de blanc n'a pas de sujet particulier. Ensuite, il nous dit que précisément, les blancs, parce qu'ils sont blancs, n'ont pas vécu dans le même environnement. Et donc, forcément, ils ont des sujets qui leur sont propres. Enfin, c'est incroyable de se contredire à ce point-là, sans même s'en rendre compte. Donc non seulement il se contredit, mais en plus c'est faux. C'est chaud quand même, la médiocrité de ce mec qui ne maîtrise pas son propre sujet. Hein. Le rap de blanc, le rap de Yankee, c'est assez péjoratif. Et c'est justement un rap qui cherche à s'éloigner de la culture hip-hop originelle et qui va brasser des influences assez différentes. Plus pop souvent, mais aussi plus rock alternatif, tout ça. C'est le rap de Sad Boy, avec des textes beaucoup plus introspectifs. Ça va beaucoup parler de dépression. Ça, c'est vraiment un gros sujet de blanc pour le coup. Ça va romantiser la dépression, le suicide, la mort, la tristesse, etc. Enfin, typiquement, toute la vague cloud rap, Lil Peep, Baddy, Bones, tout ça. Ou même la scène française, Nekfeu, L'Homme Pâle, Orelsan, etc. Et ce rap de blanc, donc il est aussi appelé le rap de Yankee, pour différencier, pour hiérarchiser. Il y a le rap de ceux qui vendent la drogue et le rap de ceux qui la consomment. Et le rap de Yankee, c'est le rap de blanc. Donc ce terme, il existe, il est utilisé et il est péjoratif. Si tu étais cohérent, tu dirais même qu'il est raciste, ce terme. Ce qui fait qu'il peut avoir du rap de blanc fait par une personne non blanche. À un moment donné, il suffit juste de comprendre cet élément-là. Absolument, il y a des rappeurs noirs qui sont beaucoup plus écoutés par des blancs que par des noirs, ça existe. Et il y a des blancs qui font pas du rap de blanc. Et ça rejoint d'ailleurs cette idée de la race comme une construction sociale à laquelle j'adhère, hein. Tout simplement parce que, en fait, c'est juste une autre manière de dire culture, une manière outrageusement pompeuse et gauchiste de dire culture. C'est comme dans le métal, il y a des noirs,
Mais culturellement, c'est quand même plutôt des blancs. Je pense qu'en réalité, là-dessus, on est plus ou moins d'accord. C'est juste qu'on va pas utiliser les mêmes termes. Mais enfin bon, cracher à ce point-là sur la blanchité, qui n'est rien d'autre que la culture occidentale, quand on habite en Occident, c'est quand même sacrément hypocrite. Pour en revenir à la musique classique, elle ne met pas de barrière à l'entrée par rapport à la couleur de peau des gens. Elle n'essentialise. Oui, d'accord, ouais. Réécrit l'histoire aussi. Vous voyez ça? C'est la preuve qu'il est incapable de parler du ici et du maintenant. Là, il est absolument évident que je parle de la situation de la musique classique aujourd'hui, qui survalorise les personnes issues de l'immigration, qui en veut à tout prix. Et d'ailleurs, alors fait assez cocasse, mais à cause de ces pleureuses, de la discrimination ouin-ouin, il y a des gens qui ont estimé qu'il n'y avait pas assez de diversité dans les orchestres. Et donc, les orchestres se sont mis à recruter à l'aveugle pour favoriser l'accès à la diversité. Donc en gros maintenant, on ne voit pas les candidats, on se base uniquement sur ce qu'on entend. Résultat, est-ce que ça a permis d'avoir plus de diversité? Oh surprise, non. Et pourquoi? C'est comme pour les CV anonymes que la gauche a souvent présenté comme la solution contre la discrimination. Ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que le biais antiraciste, il est tellement fort que les CV anonymes ont finalement réduit le nombre d'offres d'emploi pour les descendants d'immigrés. Aujourd'hui, au nom de l'antiracisme, du socialisme, etc., factuellement, il est faux de dire que les Noirs et les Arabes, qui que ce soit, de non-blancs, soient rejetés du monde de la musique classique. C'est littéralement faux. Au contraire, ils sont tout particulièrement demandés dans ce petit monde-là, comme dans bien d'autres. Avoir des origines, comme on dit, c'est quasiment la garantie d'être pris. Mais encore une fois, il se base sur un paradigme qui est vieux de plus d'un demi-siècle. Ces gens vivent dans un autre monde. Elle essentialise pas. Tu te permets de sortir des termes comme ça alors que tout le long de la vidéo, c'est ce que tu as fait. Mais c'est faux. À aucun moment, je n'ai essentialisé. Le problème, c'est que notre ami doctorant, je rappelle qu'il ne connaît pas la définition de l'esthétique, donc il y a aussi des chances pour qu'il ne connaisse pas non plus la définition de l'essentialisation. Je suis désolé, mais non, le rap, ça n'en fait pas partie. Le rap, c'est le McDo de la musique. Oh, ferme ta gueule, c'est bon, il m'a cassé les couilles. Oh là là. Non mais t'inquiète, c'est pénible pour moi aussi. C'était marrant au début, c'est vrai que là, c'est fatigant. Bon allez, conclusion. En fait, moi, ce qui m'a posé problème avec cette vidéo et pourquoi je voulais y répondre, c'est que ça a trop d'audience. Tu sais, quand tu fais une vidéo sur Internet, sur YouTube notamment, c'est un peu comme si t'allais sur la place du village, tu prenais une chaise, tu montes dessus, un truc qui est autorisé en Angleterre, si je dis pas de conneries, et tu te mets à envoyer ton discours, ce que t'as envie de dire. L'horreur, quasiment le nazisme. Ben, t'es sur place publique. Moi aussi, je peux prendre mon petit tabouret, monter dessus, et me mettre à parler à ton tour pour répondre à ce que tu dis. Ah mais alors là, un énorme oui à 100%. Surtout quand ta réponse elle est tellement minable et qu'elle met à ce point la mienne en valeur. En gros, sa vidéo c'est soit il reconnaît que j'ai raison, soit il invente des propos que j'ai pas tenus pour pouvoir les contredire. C'est catastrophique. Et moi, ce qui des fois, sur Internet, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de répondre au moins ne serait-ce qu'une fois à des personnes qui peuvent tenir ce genre de choses, parce qu'après, très généralement, c'est les mêmes éléments et mêmes patterns qui sont en boucle. Ne serait-ce qu'une fois, pour amener cet élément de contradiction, pour ce truc de représentation, et frérot, tu t'exprimes sur la place publique, il y a tout le monde qui peut consulter ton truc, il n'y a pas un contre-argument qui peut exister, ben si frère. Et là-dessus, je partage son opinion à 100%, c'est juste dommage qu'il n'ait pas réussi à contredire quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas tellement le sujet. Mais enfin, ça, c'est une leçon importante, je pense, pour vous, en tant que spectateur. C'est-à-dire que quand vous entendez un propos, essayez toujours de faire l'effort d'aller écouter la contradiction de ce propos. Il a totalement raison là-dessus. Il n'y a que comme ça qu'on forme sa pensée. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que si lui et bien d'autres ont été choqués par le message qu'ils ont entendu dans ma vidéo, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre de la contradiction. Ce mec-là, il pue la bulle de filtre à plein nez. Il sort les mêmes références, les mêmes auteurs, les mêmes réflexions, les mêmes arguments que tous les gens de gauche. C'est une pensée qui n'a pas assez été nourrie par la contradiction. J'ajouterais aussi un truc, c'est qu'il arrive parfois qu'on me dise sur certaines vidéos que je n'ai pas été objectif. Alors oui, ça m'arrive parfois, certainement, de ne pas être objectif. Mais alors là, c'est le twist de l'histoire, c'est que personne n'est objectif. Et si vous êtes dans l'optique d'aller écouter quelqu'un sur Internet ou même de lire un auteur dans le but d'écouter un message objectif et impartial, c'est que vous avez une carence en esprit critique.
L'objectivité, soyons clairs, ça n'existe pas. Le seul moyen de s'en rapprocher, c'est par la contradiction. Mais la synthèse, c'est pas aux gens que vous écoutez ou que vous lisez de la faire, c'est à vous de la faire. Si vous reprochez à quelqu'un de ne pas être objectif, c'est qu'en fait, vous êtes en train de lui reprocher de ne pas être en train de dire ce que vous voudriez qu'il dise ou de ne pas penser ce que vous aimeriez qu'il pense. La vidéo avec son ton de pseudo-intellectuel, demi-habile abruti. Ça, c'est un truc qui est hyper intéressant à chaque fois. C'est que très souvent, on me reproche de trop bien parler. Alors c'est vrai que j'évite de faire des fautes. J'évite les anglicismes. Alors ça, c'est même pas par choix, c'est parce que sinon je me fais engueuler. Mais surtout, je fais l'effort d'articuler ma pensée et mon propos, quitte à ce que ça passe par cet acte de blanchité décomplexé qui consiste à prendre des notes. Et je m'efforce de faire appel au bon sens, à la logique et aux faits. Et au final, ce qui en ressort, c'est un argumentaire relativement solide, ou en tout cas en comparaison à ce que tu nous as pondu. Mais moi, je n'ai jamais revendiqué cette étiquette d'intellectuel. Jamais. Je ne suis qu'un youtubeur, visiblement avec un niveau de français à peu près correct. C'est tout. Et vous voyez, ça c'est quand même vachement intéressant. Qui est ce genre de reproche, parce que le fait de bien parler, d'être capable d'argumenter aussi, de manière logique, même ça a l'air d'être un truc qui pourrait être considéré comme une forme d'expression néocoloniale de ma blanchité. Mais si je fais cet effort, c'est avant tout par respect pour mon public. Je fais quand même des vidéos de 40 minutes ou plus. Donc il faut quand même que ce soit agréable à suivre et que ce soit un minimum consistant. Mais l'effet pervers dans tout ça, c'est que lui, son faible niveau de langage, d'expression, d'argumentation et de logique, il va jamais le remettre en question. Parce que objectivement, il a été absolument nul, ce bon Cassos 2.0. Et donc finalement, tout ce qui lui reste à la fin, c'est d'accuser l'épouvantable méchant blanc de trop bien parler. On en est là. Même des gens qui partagent des valeurs qui peuvent être similaires à la nôtre, ils peuvent être biaisés par ça. Tu vois, ce truc de... Mais on peut même plus débattre. On se rend pas compte que ça, c'est pas quelque chose de bon, le débat. Moi, je suis pas en train de débattre, là, actuellement, quand je fais cette vidéo. Je suis en train de montrer juste que j'ai raison. Bon, les gars, j'ai fait tous les efforts possibles et inimaginables pour le sauver, mais il n'y a rien à faire. Je rappelle juste comme ça, au cas où, que les 3/4 de sa vidéo, ça consistait à dire que j'avais raison, au point qu'il a été obligé de dire que je défendais des évidences. J'assois à quel point je suis plus instruit, plus intelligent et plus compétent que lui. C'est ça que je fais. Ah, mais ce twist comique à la fin. Vous savez, le problème des vidéos longues comme ça, c'est que ça a souvent tendance à s'épuiser vers la fin. Mais là, non. Là, on arrive au climax. Ce mec a été capable de s'écouter parler et de se dire qu'il avait raison et qu'il avait dominé. Mais c'est fantastique. Sachant que j'ai dit à peu près la même chose que lui de mon côté. C'est quand même rigolo. Mais vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais sur le fait que la synthèse, le fait de viser l'objectivité, tout ça, c'est à vous de faire ce travail. Même si là, bon, dans ce cas précis, c'est moi qui ai raison. C'est évident, c'est tout. Je suis pas dans l'échange d'idées. Je ne retiendrai rien de ce qu'il a dit. Encore plus du fait qu'il n'y a rien de nouveau, rien d'intéressant dans ce qu'il dit. Mais moi, c'est pire que ça. C'est que tout ce que tu as dit, je l'ai déjà entendu en boucle. En fait, tu te rends même pas compte, mon bon Cassos 2.0, que tout ce que tu fais, sans même t'en rendre compte, apparemment, c'est exprimer la pensée de cette gauche bobo néocoloniale universitaire qui s'exprime à travers toi. Tu es totalement aliéné. Il n'y a aucune pensée propre qui émane de toi. Je suis pas dans le débat. Je combats, je lutte. Juste, mon compromis, c'est de reprendre les codes de sa façon de parler, de reprendre les codes qu'il a de parler d'un sujet pour pouvoir mieux combattre. Je sais pas, le connard qui a voulu nous faire croire que la violence n'est jamais une réponse adaptée, je trouve que c'est un ouf. Et ça finit comme ça, tiens, sur un léger appel à la violence, lancé comme ça subrepticement. Mais moi, à la base, j'étais plutôt dans l'idée d'échanger, d'opposer des points de vue. Mais en fait, je suis obligé de constater que cette réponse que je suis en train de faire, là, qui m'a pris 3 vidéos, elle était absolument essentielle. Et elle relève à 100% du militantisme politique. Je veux dire, je suis obligé de le dire aussi. La pensée de ce mec et de beaucoup d'autres, parce que je l'ai dit, c'est pas une pensée qui lui est propre, c'est une pensée extrêmement dogmatique et dangereuse qu'il faut combattre à tout prix, qu'il faut combattre intellectuellement, par le débat, bien entendu. Parce que la violence, c'est l'arme des faibles, c'est l'arme de ceux qui n'ont plus d'arguments. Pour ça d'ailleurs que notre Cassos, il termine sur un appel à la violence. Parce qu'il est à court d'arguments, qu'il n'en a jamais eu d'ailleurs. C'est une autre manière de dire que j'ai raison. Et d'ailleurs, regardez ça. Je trouve que sa dernière remarque là sur la violence, elle donne une toute autre saveur à sa miniature. En gros, il nous met un pastiche de Hitler, et c'est dire aussi la faiblesse et la paresse de son analyse, mais il nous met aussi un Charlie Kirk
dans le fond à gauche. Et ça, c'est intéressant parce que Charlie Kirk, c'est vraiment le symbole de cette droite qui a surpassé en argument la gauche américaine, qui, elle, était tellement médiocre et au fond, qui avait tellement conscience d'avoir tort que tout ce qu'elle a eu à rétorquer face aux arguments, aux factuels et aux vrais, c'était la violence. Et c'est moi qui ai raison.